Les médias ont toujours un impact phénoménal sur la manière dont les Français moyens voient le monde, la société et la politique. On le voit par exemple au chiffre d'audience massif du JT de France 2, 4 millions de personnes en moyenne en 2024, avec des pointes à près de 5 millions, 5,7 millions en moyenne pour le JT de TF1. Et puis on a le pouvoir non seulement des médias, qui est toujours extrêmement fort, enfin franchement c'est fascinant de voir à quel point ils sont encore capables de formater les Français moyens. C'est saisissant d'observer ce pouvoir-là, malgré le fait que c'est un petit peu en perte de vitesse, qu'il y a Internet, etc. C'est quand même un pouvoir démentiel. En plus de ce pouvoir des médias, on a le pouvoir de l'Arcom, le nouveau nom du CSA. L'Arcom qui a récemment fait fermer C8. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinairement grave. Alors face à la force des médias, notamment du service public, que ce soit en radio ou en télé, face à la toute-puissance de l'Arcom, eh bien, il faut réagir. Comment faire? Il y a ceux qui proposent, comme le Rassemblement national par exemple, c'était au point 6 de leurs 22 mesures de la présidentielle 2022, il y a ceux qui proposent de privatiser l'audiovisuel public, c'est-à-dire de supprimer l'audiovisuel public et d'accorder les fréquences au privé. Pour moi, c'est pas forcément une bonne idée, même si elle a quelques attraits, j'en conviens, mais c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il est possible de réformer ces institutions pour aller dans le bon sens. Parce que déjà, il y a quelque chose qui est bon dans ce service public, c'est la production de contenus de qualité qui peuvent élever les Français. Donc déjà, se passer de ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et puis, si on réforme Radio France, France Télévisions, l'Arcom, eh bien, on peut emmener dans la bonne direction ces institutions sans que ça fasse trop de vagues. Et c'est là où c'est super important. Parce que quand le Rassemblement national ou d'autres partis de droite d'ailleurs proposent cette suppression, on est quand même dans un discours un poil populiste, démago, parce que concrètement, ça veut quand même dire procéder à un acte révolutionnaire qui effraierait quand même énormément le français moyen, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est pas la question. Stratégiquement, c'est déjà quand même discutable. Et puis, ça veut dire qu'on a des conséquences humaines, sociales, avec des dizaines de milliers de personnes qui seraient mises sur le carreau, il y aurait des grèves, il y aurait un affrontement avec la gauche qui a encore malheureusement énormément de pouvoir. Si on ajoute à ça le fait que le français moyen, il serait quand même pas fanatique de cet acte un petit peu révolutionnaire, je trouve que ça fait quand même énormément d'arguments en faveur d'une réforme. Une réforme qui, pour le coup, pourrait être radicale, tout en restant, bien sûr, démocratique et allant dans le sens d'une meilleure représentativité des Français. Et comme ça, on pourrait concentrer les mesures révolutionnaires, entre guillemets, sur les questions de l'immigration, de l'islamisation, etc. Ça serait déjà un beau combat, pas la peine de s'en rajouter un autre avec la suppression de l'Arcom et du service public. Alors, avant que je vous parle de la réforme que je voudrais pour l'Arcom, un mot quand même sur cet organe surpuissant en France et qui est phagocyté par la gauche. Il suffit de s'intéresser à la composition de son collège, c'est-à-dire les gens qui dirigent l'Arcom concrètement. Vous voyez ici une photo de famille, alors c'était l'ancien président au centre, Roch-Olivier Maistre, nommé par Emmanuel Macron, qui a depuis laissé sa place à Martin Hadjari, donc le nouveau président de l'Arcom. Et quand je vous dis que l'Arcom est phagocyté par la gauche, c'est tout simple à voir, puisque Martin Hadjari, il était tout simplement membre du cabinet de Laurent Fabius, en 2000-2002, puis directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin, deux ministres socialistes, donc on a affaire à un militant de gauche. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on a Catherine Gentil de CanCode, qui est donc la dernière arrivée dans cette maison de l'Arcom, et qui, évidemment, alors c'est une journaliste, mais elle est bien entendu favorable à la diversité. Lors de son audition devant la commission parlementaire, elle a vanté le fait que la diversité est une richesse et une force. Message classique, mais on est, là encore, devant un discours de gauche. Alors on a ensuite Juliette Théry, qui pour le coup est un profil juriste, plutôt neutre en apparence. On a ensuite Benoît Loutrel, là, profil énarque, qui a déjà été épinglé pour un petit pantouflage. Donc c'est quelqu'un qui semble avoir un profil plutôt docile. Pas quelqu'un qui est de droite radicale, ça c'est certain en tout cas. Ensuite, on a Romain Lalex. Alors là, Romain Lalex, c'est intéressant, il a lui aussi travaillé au cabinet d'Aurélie Filippetti, puis ensuite d'Audrey Azoulay, donc ministre de gauche, bien entendu. Donc là, il y a un profil politique qui apparaît à nouveau, et tiens, hasard, il est lui aussi militant de gauche. On a ensuite Laurence Péco-Rivolier, qui a un profil plutôt neutre en apparence, puisqu'elle a un profil de magistrate. Bon, en réalité, elle aussi, elle vante la diversité dans les médias traditionnels, et elle adore l'inclusion LGBTQIA+, etc.
Donc vous voyez que là encore, on est face à un profil plutôt militant. Ensuite, on a Denis Rapone qui a un profil énarque, magistrat, donc plutôt neutre, même s'il a été membre du cabinet de Raffarin en 2002. Puis on a Bénédicte Lesage, qui est une professionnelle des médias et qui est fan de la transition écologique. Et puis enfin, on a Antoine Boilet, qui a un profil, là encore, plutôt neutre, mais on se rend compte qu'il est lui aussi très fan des associations LGBT de gauche, donc qu'il n'est pas totalement neutre. Et puis pour finir en beauté, on va parler du directeur général de l'Arcom, Alban de Nervaux. Alors, lui aussi en apparence a un profil plutôt neutre, sauf que, quand on s'intéresse un petit peu à sa famille proche, alors évidemment, il n'est pas sa femme, hein, attention, mais sa femme quand même, c'est important de le préciser je pense. Sa femme, c'est la directrice de l'association Destin Commun. Et quand on s'intéresse aux partenaires et soutiens financiers de cet organisme, eh bien, on se rend compte que parmi de très nombreux organismes publics, donc il y a beaucoup d'argent public dans tout ce que je suis en train de vous présenter là, eh bien, il y a l'Open Society Foundations de George Soros. Donc, on se doute bien que quand on a une femme qui reçoit des fonds de l'Open Society, on est quand même soi-même peu susceptible d'être de droite. Et le résultat de ce militantisme de gauche, eh bien, c'est la fin de C8. C'est également la publication d'un rapport sur la représentation de la diversité de la société française dans les médias. C'est une incitation permanente à rajouter encore et toujours plus de diversité dans les séries, dans les reportages, dans toutes les productions médiatiques françaises. Et bien entendu, Libération s'appuie sur ce rapport de l'Arcom pour dire que dans les médias, la diversité peine à exister, donc il en faut toujours et toujours plus, car c'est ce que veut l'Arcom finalement, c'est ce que veulent ces militants de gauche qui ont pris le pouvoir sur le monde des médias en France. Alors qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que les choses évoluent dans le bon sens, sans qu'on ait besoin de dynamiter l'Arcom, et qu'au contraire, on en fasse un instrument qui permette à la diversité politique, qui celle-ci n'est jamais représentée au sein des grandes institutions de l'État. Hein. On n'a pas 40% de gens qui sont dans ces institutions-là, qui sont des sympathisants Rassemblement National. Et pourtant, si on était vraiment respectueux de la diversité et du pluralisme, eh bien ça devrait être le cas. Et bien moi, c'est justement ce que je propose, qu'on fasse de l'Arcom un organisme beaucoup plus représentatif de ce qu'est la France. Et pour ça, il faut s'intéresser au mode de désignation des membres du collège de l'Arcom. C'est très simple, hein. Vous avez une désignation par le président de la République, par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée nationale, etc. Avec derrière quand même l'obligation d'être validé par la commission des affaires culturelles du Sénat et de l'Assemblée nationale, ok, mais c'est quand même globalement cosmétique, puisque ceux qui nomment leur poulain sont évidemment dans une logique de conserver le pouvoir et de ne surtout pas le partager, encore moins aux gens de droite. Alors ma proposition, elle est très simple. Aujourd'hui, on a 9 membres du collège directeur de l'Arcom. Je veux que ce chiffre soit porté à 15, mais qu'en contrepartie de cette hausse d'effectifs, je veux qu'ils soient tous nommés par les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a ces groupes avec par exemple 123 élus pour le Rassemblement national, 94 pour les macronistes, 71 pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Bref, chaque groupe pourra nommer proportionnellement à son nombre de députés des membres du collège directeur de l'Arcom. Et voilà ce que ça donnerait pour 15 personnes. Il y aurait, en arrondissant un petit peu, il y aurait 3 membres du collège directeur de l'Arcom qui seraient nommés par le Rassemblement national. 3 par Renaissance, 2 par la France Insoumise, 2 par les socialistes, 1 par les Républicains, 1 par le groupe écolo, 1 par le Modem, 1 par Horizon, 1 par le groupe des indépendants. Ce qui donnerait au total la droite RN-LR à 4 membres du conseil de l'Arcom. Pour le groupe centre-droit Horizon Modem, ça ferait 2 membres du collège directeur. Pour le centre-gauche, c'est-à-dire les macronistes, 3. La gauche PS, écolo, LFI, 5 et les indépendants, 1. Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas parfait parce que le RN n'aurait pas la majorité et donc il pourrait y avoir toujours les gauchistes qui se mobiliseraient, pourrait y avoir le fameux barrage républicain au sein même de cette institution, l'Arcom, etc., etc. Alors, effectivement, c'est pas parfait. Mais c'est déjà 1000 fois mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça évite la suppression pure et simple qui aurait des conséquences techniques, mais aussi d'image, qui seraient quand même très compliquées à gérer. Donc comme ça, on met beaucoup plus de démocratie dans l'Arcom, ce qui permet d'éviter les critiques. C'est pas du tout une prise de pouvoir du RN, c'est au contraire plus de pluralisme, plus de démocratie, plus de représentativité. Donc c'est complètement inattaquable par la gauche. Et en plus de ça, oui, ça serait pas parfait, ok, mais alors le vent nouveau que ça ferait souffler sur les médias français, ça serait inespéré.
Donc évidemment que c'est quand même une bonne chose, surtout que dans un organe aussi réduit, avec 15 personnes seulement, le Front républicain, franchement, il tient pas, parce que vous êtes obligé de vous parler, vous vous entendez, vous faites des compromis. On n'est pas dans l'arène de l'Assemblée nationale, avec les caméras braquées sur vous, les discours convenus de part et d'autre, etc. On est dans le compromis. Franchement, ça changerait radicalement les choses. D'autant que je vous rappelle qu'aujourd'hui, s'il y a un Front républicain, il est en train de muter et plutôt de mettre à l'écart la France insoumise que le Rassemblement national. Il y a quand même des arguments très forts en faveur de cette réforme que je vous propose. Et puis le jour où il y a une réforme électorale qui met plus de proportionnel, eh bien, pareil, là, le pouvoir de la droite dans l'Arcom augmentera. Donc franchement, c'est que du positif par rapport à la situation actuelle. Et il ne faut surtout pas s'arrêter à l'Arcom. Il faut bien entendu que le service public se plie, lui aussi, à ces exigences de pluralisme. Il faut que Radio France, France Télévisions, qui ont un pouvoir énorme dans la fabrique de l'opinion publique, soient eux aussi soumis aux mêmes règles. C'est-à-dire que leurs instances directrices doivent également être nommées non pas par le président de la République, mais par l'Assemblée nationale, proportionnellement au nombre de députés élus pour chaque groupe. Je peux vous dire que ça ferait du bien à tout le monde que France Inter soit sur une ligne beaucoup plus respectueuse de la droite dans ce pays. Pareil pour France Télévisions, hein, on se rappelle, France Télévisions qui voulait sacrifier les hommes blancs de plus de 50 ans, avec Delphine Ernotte qui a été nommée dans un processus très trouble, où il y avait beaucoup d'influence autour d'elle, mais alors évidemment, pas d'influence du RN, hein, des influences de la gauche, évidemment, avec François Hollande, Mathieu Gallet, Strauss-Kahn, enfin bref, que des grands noms qui étaient réunis autour de Delphine Ernotte, qui ont porté sa candidature. Tout ça, faut que ça finisse. Et donc, le plus simple, c'est que ça soit cet Arcom beaucoup plus démocratique qui nomme les dirigeants de France Télévisions et de Radio France avec un cahier des charges extrêmement précis, qui respecte, là encore, la diversité politique. Voilà ce que je propose, je pense que vous avez compris l'idée. Pas de suppression, pas de dynamitage, pour ne pas effrayer les Français moyens, mais aussi et surtout parce que, entre de bonnes mains, qui respectent les opinions de chacun d'ailleurs, eh bien le service public est un formidable outil pour élever les Français, pour les sortir de la médiocrité. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, et ça mérite bien qu'on repousse un petit peu quand même l'hypothèse afouériste à la Ravière-Milei, même si la suppression de l'Arcom et du service public dans son intégralité peut bien entendu s'envisager intellectuellement si rien d'autre n'est possible. Mais je préfère quand même cette méthode douce, démocratique et humaine. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette proposition vous plaît ou pas, je serais ravi de lire tous vos commentaires. Et puis les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez ce que je fais de manière générale, eh bien vous pouvez me soutenir. Vous avez en description de cette vidéo un lien vers ma page Tipeee. À partir de 5 € par mois, vous rejoignez la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives et un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.